étant moi-même un des fondateurs de ce grand mouvement de lutte émancipatrice qu'est le RDA, et assumant depuis plusieurs années des responsabilités à divers titres dans ce pays, j'ai été souvent sollicité pour livrer mon mémoire, égrener mon souvenir sur la marche difficile mais merveilleuse de notre mouvement. Avec humour, alors que l'humour n'est pas français. Je vous ai toujours répondu en souriant. Il y a deux grands personnages au monde qui n'ont jamais écrit, qui ne diraient même pas un mot, mais une seule lettre, mais qui sont cependant les plus lus dans le monde, Mahomet et Jésus-Christ. Et vous m'avez dit qu'ils ont fait écrire par leurs disciples. Mais vous êtes aujourd'hui ici rassemblés, jeunes vieux, disciples de mon action. Je romps aujourd'hui avec le silence. Je vais vous apporter ma modeste contribution dans l'effort admirable que chercheurs et historiens ivoiriens accomplissent pour faire connaître l'histoire authentique du RDA, évitant ainsi les histoires. Que ceux qui ont brillé par leur absence, et c'est le moins dire, veulent débiter pour masquer leur carence. Je ne vais pas passionner le débat. L'histoire est un témoignage, donc repose sur la vérité. Et la vérité, vous le savez, est très belle quand elle est nue, quand elle n'est pas affublée de ce vieux tissu déchiré qui masque sa divine beauté. Je vais vous livrer ce que j'ai vécu. Et je me propose ce matin, dans un premier temps, de vous faire un bref exposé sur les problèmes essentiels qui ont motivé la naissance et la vie de notre organisation. La naissance laborieuse du RDA, elle est peu connue. Je voudrais, avec un petit recul en arrière, pour vous faire comprendre pourquoi nous avons créé le RDA. En 1945, beaucoup de chercheurs n'étaient pas nés. En 1945, après la grande promesse qu'il avait faite à Brazzaville en 1944, j'ai nommé le général de Gaulle, ce grand homme qui a beaucoup fait pour notre pays et dont nous ne saluerons jamais assez la mémoire. Le général de Gaulle avait promis de conduire les peuples dont la France avait la charge jusqu'à la liberté de gérer démocratiquement leurs propres affaires. C'est la raison pour laquelle, pour la première fois dans l'histoire de la République française, nous, territoire, colonie en ce temps-là, colonie française de l'Afrique, avons été sollicités pour envoyer des représentants au Parlement français, alors que seul, avant 1947, était représenté le Sénégal. Je vous éviterai les détails. La lutte difficile que nous avons dû mener
pour nous faire élire librement par nos chers compatriotes. Ce que vous deviez savoir, c'est que les candidats suscités par la colonisation, appuyés par la colonisation, ont tous été battus dans tous les territoires africains. On avait trié sur le volet la liste de ceux qui pouvaient voter. Les chefs de canton, les fonctionnaires, les quelques employés de commerce, les anciens combattants. On a cru qu'on pouvait influencer cela. Mais dans un sursaut de conscience, ils ont dit non. Et ils ont voté pour les véritables défenseurs de l'Afrique. Nous voici à Paris, sur les bords de la Seine. Une poignée de jeunes gens venant défendre les libertés confisquées par la colonisation, notre dignité, il ne faut jamais oublier cela, piétinée par eux. Mais nous étions dans une assemblée de plus de 627 membres, une infime minorité. Force nous est de rechercher des alliances. Or, en 1945, et De Gaulle était encore au pouvoir, il y avait 3 formations politiques qui se répartissaient, qui se partageaient les responsabilités du pouvoir, à savoir le Parti socialiste, le MRP et le Parti communiste. Notre doyen d'âge, notre cher doyen, Lamine Gueye, l'élu du Sénégal, nous avait proposé de nous apparenter tous à son parti, la SFIO dont il était depuis longtemps membre, la section française de l'Internationale ouvrière, devenue aujourd'hui le Parti socialiste. C'est moi le plus jeune, représentant la Benjamine des colonies françaises de l'Est à Ouest, qui avait demandé à Lamine de ne pas insister. Nous avons besoin des voix concertées et massives de ces 3 formations au pouvoir. J'ai demandé à ce que nous nous répartissions entre ces 3 formations pour que chaque fois que nous aurions à défendre les justes aspirations de nos peuples, ces voix nous apportent leur concours massif. Mes amis ont accepté, mais tous immédiatement se sont empressés. Qui de s'inscrire au Parti socialiste, qui au MRP. Il me restait moi seul. Saisissez ce point de notre histoire. C'est moi qui ai demandé à ce que nous nous inscrivions, nous l'associons aux 3 formations politiques. Et j'étais seul. Que faire? Il n'y avait pas un seul inscrit au Parti communiste. Philippe Dabo Sissoko, paix à son âme, m'a dit, nous sommes tous les 2 représentants de la bourgeoisie africaine. On n'a pas recruté les émules compagnons de Lénine dans la famille des Césars. Il s'agit pour nous ici d'une alliance temporelle, non pas permanente. Pendant la dernière guerre, les Européens et les Américains libéraux se sont joints aux communistes russes pour combattre ensemble l'illutérisme. Après la guerre, ils se sont séparés. Les Russes ont conservé leur régime. Les Américains et les Européens les leurs. Nous allons contracter une alliance tactique. Nous ne serons pas membres du Parti communiste. J'ai des amis d'Astier, de la Vigerie, de Chambrin, Pierre Cotte, membre du MUR devenu aujourd'hui le Parti progressiste français.
apparentés au groupe parlementaire communiste, au groupe parlementaire et non pas au parti communiste. Je vais leur demander de nous accepter comme apparentés à leur groupe. Donc nous n'étions pas directement apparentés au groupe communiste, encore moins au parti communiste, mais uniquement au parti progressiste de Dastier de la Vigérie. C'est eux qui nous ont apporté à l'apparentement du groupe parlementaire communiste. Mais de 1945 à l'avant-veille du congrès historique de Bamako en octobre 1946, nous avons travaillé dans une union totale, l'union dans la diversité. Tous les élus, comme un seul homme, soutenaient les causes que les uns et les autres présentaient au nom de l'Afrique. C'est ainsi que quand j'ai présenté la loi abolissant le travail forcé et qu'on a voulu retarder ce vote en me proposant des décrets vite irrévocables, mes amis comme un seul homme m'ont soutenu dans mon entêtement de faire voter une loi et non pas un décret. Mais nous avons travaillé la main dans la main, confiants les uns dans les autres. Et nous avons obtenu dans la première constituante des résultats inespérés. Le président Guy Mollet, qui devrait m'appeler à son gouvernement en 1956, m'avait dit ceci. Quand De Gaulle nous a demandé de laisser siéger avec nous des élus des territoires d'outre-mer, nous avons eu peur. Nous avons craint que vous ne veniez siéger à la droite avec les élus que nous combattons ici. Ah, si nous savions que vous alliez tous siéger à gauche, bien nous aurions accepté non pas une représentation symbolique, mais une représentation vraiment proportionnelle au chiffre de vos populations. Mais nous avons travaillé si bien qu'à la première constituante, au titre 8, nous avons obtenu l'augmentation de la représentation des territoires d'outre-mer. Malheureusement, cette constituante a été rejetée sur la demande du général de Gaulle, non pas contre nous, mais contre la partie concernant la République française. Les colons se sont ressaisis. Ils ont été surpris par ce sursaut de conscience qui nous a fait déjouer tous leurs plans. Ils se sont réunis en états généraux de la colonisation à Douala, avec à leur tête Jean Rose, le plus raciste des Français de Côte d'Ivoire. Et ils ont envoyé une délégation à la suite de leur délibération pour attirer l'attention des parlementaires français. Ils ne doivent pas se laisser abuser par une minorité d'élus africains, des bourgeois qui veulent remplacer les Européens, les Français, dans l'exploitation et la surexploitation de leurs propres frères. Leurs arguments ont porté. Et nous avons vu avec beaucoup de tristesse Herriot descendre de son siège présidentiel pour prendre la parole et demander le rejet du titre 8 qui nous avait donné tant d'espoir. Et il a conclu
son discours par ce mot que nous n'oublierons jamais. La France ne veut pas devenir la colonie de ses colonies. Ceci a été salué par un tonnerre d'applaudissements et le 8 a été rejeté. Alors nous nous sommes réunis pour tirer la leçon de ce débat. Et nous sommes dit, avec une apparente raison, ils ont dénoncé à ce que nous étions élus seulement par une minorité d'Africains. Or, ce n'est pas nous qui avions établi le collège électoral. Ce sont les colons qui, voulant avoir un nombre restreint, facile à influencer, ont trié sur le volet la liste des électeurs au niveau de nos territoires d'outre-mer. Nous avons donc demandé à ce que nous soyons appuyés par un grand mouvement africain, un grand mouvement populaire qui pourrait soutenir notre action au Parlement français. Prolonger l'action que nous-mêmes nous venons de mener dans la diversité, puisque aussi bien nous étions les uns avec les communistes, Philippe Bosséco et moi, les autres avec la SFIO, d'autres avec le MRP, d'autres avec le Parti radical socialiste. Donc nous aurons un mouvement populaire en Afrique, indépendant de toute formation politique métropolitaine. Soulignons cela. Et dont les élus seront autorisés pour plus d'efficacité de leur action à s'inscrire dans telle ou telle formation politique française. Voilà les raisons qui ont motivé la création du RDA, le Rassemblement démocratique africain. Nous étions tous unanimes à inviter toutes les populations de l'ancienne Afrique équatoriale, Afrique occidentale, à se retrouver sur la demande expresse de Philippe Dabo Sissoko à Bamako, sur le bord du Niger. Mais nous avons compté sans les impénitents de la division, les éternels diviseurs. Alors que se sont accourus qui à pied, à cheval, à bicyclette, qui par voie de quelques rares avions ou de bateaux à Bamako au jour choisi, avant-veille de notre départ de Paris, on venait m'apprendre. Je ne donnerai pas de nom, vous comprendrez. Ayons pitié pour ceux qui ont trahi. On est venu me dire que tous les signataires du manifeste refusent de rejoindre Bamako sur la pression de la rue Oudinot. Je vous épargne les moyens de pression. Et me voici tout seul. On m'a considéré comme un homme têtu. On ne m'a pas mis au courant de l'arrangement intervenu entre eux et la rue Oudinot. Toujours est-il que je me suis trouvé seul à prendre l'avion pour Bamako. Au moment où j'allais entrer dans l'avion, mon ami et frère, Apiti, ici présent aujourd'hui, est venu. Est venu me dire fraternellement, tu as toujours douté de moi. Mais aujourd'hui où tout le monde t'abandonne, je viens avec toi à Bamako. C'était les premières difficultés rencontrées au niveau de Paris. D'autres nous attendaient dans la capitale
de l'ex-Soudan français, aujourd'hui Mali. Que ne fut notre étonnement qu'en faisant la sieste chez mon ami Louis Sangaré, mon ancien collègue de l'école de médecine de Dakar, les vétérinaires, Barbé, Darbousier, Lagui Sidibé, vinrent me trouver en me disant tout est perdu. Puis les Dabo Sissoko haranguent la foule sur la place du marché, demandant à ce que non seulement le Soudan français ne s'associe pas au Congrès, n'assiste pas au Congrès, mais demande au peuple soudanais, au peuple de Bamako, de nous chasser de la capitale. Alors on me conseillait de rejoindre Abidjan. Je ne sais pourquoi. J'ai refusé de rejoindre Abidjan, tête baissée. J'ai demandé à aller sur la place du marché. Vous avez vu le camion dans le couloir, le camion dans lequel Pili Dabo Sissoko avait installé le micro. Et à 100 mètres du marché, j'entendais distinctement sa voix. Oufoué m'a rendu d'immenses services, mais ce n'est pas une raison suffisante pour adopter et vous faire adopter sa détestable politique. Je tombais des nues. Nous étions tous les deux apparentés. Et c'est lui-même qui m'a amené à l'apparentement par l'intermédiaire de son ami d'acier de la Vigérie. J'ai pu, on me connaissait de nom au Mali, d'aujourd'hui, mais peu me connaissaient de vue. Comme je suis petit, j'ai faufilé jusqu'au camion, j'ai sauté dans la carrosserie. Quand il eut terminé sa diatribe, j'ai demandé s'il pouvait me permettre de m'adresser à son peuple. Avec beaucoup de suffisance, dit oui, parce qu'il a cru que la cause était déjà entendue. Nous n'admirons jamais le courage, le nationalisme éclairé de nos frères du Mali. Si en 1946, un étranger était venu à Abidjan pour me porter la contradiction au cours d'un meeting, jamais les Ivoiriens ne lui ont permis d'avancer une seule mot, une seule phrase. Mais les Maliens m'ont entendu. Et durant ma longue carrière politique, jamais je n'ai été aussi acclamé, applaudi que ce jour-là, sur la place du marché. Qu'est-ce que pu leur dire? C'était la véritable improvisation. Mais elle a porté. Tour à tour, les cadres du Mali, appartenant au parti de Pili Dabo Sissoko, se sont succédés pour inviter Pili à reconsidérer sa position. Il n'admettrait pas cette trahison. Ils choisiront, s'ils persistent, Oufoué comme le seul défenseur, le seul député du Soudan et de la Côte d'Ivoire. Pili Dabo a subi. Et il a accepté de siéger avec nous le lendemain. Je l'ai proposé comme président de séance. Et je me souviens encore, quand il s'était levé pour dire sa première phrase, « Votre congrès », la salle debout, unanime, dit « Dites notre congrès ». Il a répété 2 fois, mais la 3e fois n'a pu tenir et il a dit « Notre congrès ».
Ainsi, nous avons pu, puisque m'avait cédé aussitôt la parole, nous avons pu délibérer librement avec l'accord de nos frères et le soutien populaire de nos frères du Mali. Il y a eu un débat qui est déformé par certains d'entre les témoins. Il y avait 2 thèmes, pas un troisième, 2. Nous avons été obligés de leur dire comment les autres partis politiques français ont obligé nos frères à se renier, à trahir l'Afrique. Les jeunes qui parlent beaucoup avec leur cœur ont demandé dans ce cas-là que le mouvement soit placé sous la protection avec l'affiliation directe avec le Parti communiste. C'était une erreur. J'ai défendu la thèse contraire. Parce qu'il fallait laisser une porte ouverte à nos frères. Ils pourraient se ressaisir. Si nous avions été tous là, la question ne se serait même pas posée. C'était continuer l'action que nous avons menée dans l'union dans la diversité, pour plus d'efficacité à notre action. J'étais presque en minorité. J'ai insisté. Je ne sais pas si j'ai pu convaincre mes frères. Mais par considération pour moi, je suis venu pratiquement seul avec Apiti tenir ce congrès, ils ont accepté que nous placions notre mouvement, ce n'est pas un parti, un mouvement politique, en dehors de toute affiliation avec les partis politiques français, pour que les élus de cette formation, librement, comme je l'ai dit au début, choisissent pour plus d'efficacité de notre action commune telle ou telle formation politique française. Nous avons laissé la porte ouverte. Elle est toujours ouverte. Ils ne sont pas venus. Et c'est la longue traversée du désert pour le RDA. Une marche douloureuse de 46 à 56, date à laquelle, pour la première fois, un ministre français, Feu Guy Mollet, appelait le RDA à collaborer avec le gouvernement français. Alors que nous avions été considérés, même malgré le désapparentement, comme l'avant-garde avancée du communisme, et comme tel, nous avons été combattus. Nous ne sommes pas venus pour faire de procès. Nous sommes venus pour écrire l'histoire authentique du RDA. Mais de 46 à 56, seuls les militants du RDA ont été combattus. Ils ont subi la répression la plus sauvage, parfois même sanguinaire. Où étaient les autres? Il y a beaucoup qui veulent parler de la lutte anticolonialiste. Pendant ce temps-là, de 46 à 56, ils étaient avec les formations qui réprimaient. Nous avons connu nos... Certains étaient membres du gouvernement. Nous avons connu nos soviétos. Non pas par le nombre de victimes, mais par la façon dont on a tué les uns et les autres. Nous avons connu le soviéto. À Dimbokro, à Boisflé, à Séguéla. On a fusillé froidement des manifestants sans armes, comme à Soviéto. Personne ne nous a aidés à défendre la mémoire de ceux-là. Certains même, à l'Assemblée, ont pris la parole pour nous faire passer, nous, assassinés, comme les assassins. Oubliez tout cela. Je vous ai dit à maintes reprises, chez nous, que c'est un homme qui tue l'éléphant
mais c'est plusieurs qui en mangent. Vous savez qu'il est très dangereux de faire la chasse d'éléphants. L'éléphant, trop souvent, a eu raison de ses chasseurs. Donc le chasseur risque sa vie. Mais si, malgré cela, il arrive à abattre l'éléphant, et que ses frères, unis, dépècent ce paquet d'herbes, pour que chacun d'entre eux en ait un morceau, il ne considérait pas les risques qu'il a encourus pour abattre l'animal. Mais ce qui lui fera souffrir, et vous comprendrez, c'est que les frères villageois, dans la mésentente, dans la désunion, laissent le soleil taper sur ce paquet, la pluie percer sur ce paquet d'herbes, jusqu'à le voir pourrir sans que cela puisse servir à qui que ce soit dans le village. Alors là, il regrette d'avoir risqué inutilement sa vie. Ce n'est pas notre cas, nous. Nous sommes fiers de ce que nous avons pu faire ensemble. Je vous ai parlé de cette traversée de désert. Que de larmes, que de sang, que d'humiliation. Mais vous avez tenu. Et grâce à votre ténacité, nous avons pu arriver jusqu'en 1956 dans la collaboration avec le gouvernement français pour établir la réalité. D'autres avant nous étaient au Parlement français. Ils représentaient quoi? Le parti, le pays légal, à la suite de fraudes électorales. Nous étions écartés, nous qui représentions le pays réel, écartés aussi par les fraudes électorales. Mais nous avons tenu. Et Dieu est venu à notre secours. En 1956, nous emportions presque tous les sièges. Ils sont là, les témoins de cette traversée du désert. Ceux qu'on a écartés de l'Assemblée nationale française à la suite d'une élection dont les fraudes ont été autorisées par la rue Oudinot. Il nous a donné seulement 3 sièges. Un siège au Mali, feu Mamadou Konaté. Un siège à Brazzaville, feu Chikaya. Un siège à la Côte d'Ivoire, votre humble serviteur. Tous nos braves coalitions ont été écartées. Ils étaient là. Ils nous représentaient au Tchad. Il a été remplacé par un chef analphabète. Monsieur le chef de canton, sous 4. On pourrait même dire 4 sous. Nous sommes restés 3 à mener la lutte à la fois à l'intérieur, en France, et à l'extérieur. Des lettres nous parvenaient de tous les côtés, déchirant les unes que les autres. Mais nous avons tenu. Et nous sommes arrivés à la loi cadre. Je vous ai dit que je ne ferais que survoler quelques éléments de cette lutte. On a déformé la loi cadre, comme on a déformé la communauté franco-africaine, comme on a parlé des indépendances. Je me dois de rétablir la vérité. Et personne ne pourra m'apporter le plus petit démenti. L'histoire est un témoignage. J'ai les hommes, j'ai les faits écrits. Les autres parlent. Ils ne peuvent rien apporter de précis, rien. Parce qu'ils n'étaient pas témoins
de cette lutte-là, dans cette lutte. Je vous ai dit qu'en 1944, le général de Gaulle avait promis au nom de la France de nous conduire jusqu'à la liberté de gérer démocratiquement nos propres affaires. C'était là l'essence même de l'indépendance des pays africains francophones. Nous avons perdu 10 ans dans la division. On ne se battait plus contre le colonialisme, on se battait contre le RDA partout, pour nous obliger à nous battre sur 2 fronts à la fois. Nous avons résisté. Desmoulins, qui a compris la leçon de son prédécesseur, Daniel Meyer, qui disait qu'on ne traite jamais avec des amis, mais avec des ennemis. Si c'est nous les ennemis de la France, d'ailleurs, c'est ainsi qu'on nous étiquetait. On doit traiter avec nous, mais pas avec ceux dont ils ont assuré la représentation en France par suite de fraudes électorales. Desmoulins a compris. Il a envoyé au lendemain de notre victoire ce Cazel présent dans cette salle pour me demander d'oublier le passé et de participer avec notre grand parti au gouvernement de la République française. Defer était à l'outre-mer. Moi, j'étais à la présidence du Conseil, chargé des problèmes des étudiants. Mokhtar Beau vous la rappellera toujours, et à d'autres témoins. Mais chargé aussi de travailler avec Defer. Defer connaissait ses amis. Il doit vaincre leur résistance. Je connais mes frères africains qui ont trop souffert et qui étaient pressés d'en finir. Ils voulaient qu'on allât plus vite. Mais il faut avoir les voix nécessaires pour faire voter le texte. Les socialistes et les communistes étaient d'accord pour nous soutenir. Les autres formations étaient quelque peu réticentes. Et je prends un exemple pour illustrer ma pensée. Le texte a failli capoter au sujet d'un passage. Lequel? Vous savez qu'autour du président représenté par le responsable du gouvernement français, le Conseil de ministres pouvait être mis en minorité par l'Assemblée territoriale. Donc, une crise pouvait survenir. Et les autres formations politiques françaises, en dehors du Parti socialiste et du Parti communiste, ont exigé qu'avant que cela ne puisse déboucher sur un changement de gouvernement, par la communication préalable des délibérations au gouvernement français. C'était dans une certaine mesure pour limiter les crises, le nombre de crises dont souffrait la France elle-même. Mes amis se sont opposés en disant que c'était limiter leurs droits souverains. Le MEP a refusé de voter le texte si on n'acceptait pas cet article. Je faisais le va-et-vient entre Defer, qui essayait de convaincre ses frères européens, français, et moi pour convaincre les miens, surtout Feu Sékou Touré et Feu Ouézin Coulibaly, nos jeunes Turcs et braves. Finalement, ils ont accepté. C'était à 3 heures du matin que, avec leur accord, donc l'accord du RDA, le texte a pu être voté. Si je le rappelle,
c'est que quelque temps après, notre frère Ouezin Coulibaly, vice-président du conseil de Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, a été mis en minorité par le groupe de Nazi Boni. Et tout de suite, sans avoir communiqué le résultat du vote au gouvernement français, ils ont désigné Nazi comme vice-président du Conseil. C'était une erreur. Bausman est là. Il était membre de ce gouvernement. Ouezin l'a envoyé auprès de moi à Paris. Je me reposais à la campagne de faire, entre-temps, acquitter, parce que moi j'étais le ministre permanent. C'était son collègue Jacquet, et qui a accepté parce qu'il ne connaissait pas le texte. Et j'ai protesté, et Chaman Dalmas, au téléphone, a dit, demandons l'avis du président Houphouët. J'étais à la campagne, on m'a saisi. J'ai dit, c'est illégal. La désignation de Nazi Boni est illégale. Et j'ai demandé à Ouezin de m'envoyer certains de ses collaborateurs, conduits par Bausman qui est là, ici dans cette salle. J'ai dit, jusqu'au prochain conseil, nous avons le temps de changer la face des choses. Maurice Yameogo, avec 3 de ses collègues de Koulougou, n'avait pas été élu sur la liste des RDA de par la faute de Konombo ici présent. Il a minimisé sur le rôle, la capacité de Maurice Yameogo, et malgré ma présence à Bobo pour les aider à constituer une liste valable, ils ont écarté Maurice Yameogo en disant qu'il serait battu. Et c'est lui qui les a battus dans la région de Koudougou. Nous enlevons 4 voix, 4 sièges. Alors j'ai fait appeler Dette, un Européen. Et je lui ai demandé d'aller voir Maurice Yameogo pour qu'il repense sa position, pour qu'il rejoigne le RDA. C'était une erreur que Konombo nous a fait commettre. Mais il ne peut pas laisser Nazi Boni au pouvoir. J'ai réussi. Et quand on m'a téléphoné au lieu où je me trouvais, mission accomplie, j'ai rejoint Paris. Et le lendemain, c'était le Conseil des ministres. Et j'ai prouvé que la désignation de Nazi Boni était illégale et qu'il fallait recommencer le vote. Ce qui a été fait avec les 4 voix de Maurice Yameogo, nous avons renversé la situation et Ouezin fut maintenu au pouvoir. Jusqu'à cette journée tragique où nous l'avons perdu à Paris. Et quand je lui ai demandé, sachant que le mal qui le rongeait allait l'emporter, l'homme courageux qu'il était, c'est lui qui nous consolait, alors que nous savions qu'il était perdu. Et je lui ai demandé, mon cher frère, la convalescence sera longue, mais pendant ton absence, qui devrons-nous appuyer dans la direction des affaires de la Haute-Volta? Et c'est Ouezin qui a désigné sur son lit de mort Maurice Yameogo. C'est pour cela que nous l'avons appuyé et qu'il a conduit le pays à l'indépendance avec nous. Voilà, nous avons terminé avec la loi cadre. Ce n'était pas l'indépendance, c'était l'autonomie, mais pas suffisante, puisque le représentant de la France était le président du Conseil du gouvernement. De Gaulle arrive, revient au pouvoir qu'il avait quitté
en janvier 1946. Il me fait appeler à ses côtés. Il me demande de participer au comité chargé de la rédaction de la nouvelle Constitution. Nous étions 4 ministres d'État. Guy Mollet, Flimelin, Jacquinot et moi. Pompidou, qui devait devenir Premier ministre, était directeur de cabinet. Et c'est Debré qui était le rapporteur de la commission. Il y avait 2 commissions. Une constitutionnelle qui siégeait sous la présidence du général de Gaulle à Matignon. Et une comité consultatif qui comprenait tous les élus d'outre-mer et sous la présidence de Paul Reynaud. Jean de Gaulle avait beaucoup d'égards pour cet homme. Vous savez, c'est lui qui l'a appelé pour la première fois à ses côtés dans un gouvernement. Malheureusement, c'était la débâcle. Le général s'est souvenu de cette attention particulière de Paul Reynaud. Donc j'étais seul Africain, membre du comité constitutionnel. Et tous les autres élus étaient membres du comité consultatif. De Gaulle nous a demandé, et je veux que vous reteniez cela pour qu'on ne vous parle plus des histoires. Les faits sont là, les acteurs sont présents. Ils ont perdu 2, les autres, Dieu merci, sont encore en vie. De Gaulle m'avait demandé de dire à mes frères d'outre-mer, notamment les Africains, ce qu'ils voulaient voir inséré dans la nouvelle Constitution. Mes amis sont opposés à ce que nous appelions les autres. Je ne vais pas les désigner. Les autres, disons cela. C'est suffisant. J'ai insisté. Et nous tous, nous étions réunis à Salle Colbert. C'était la plus grande salle en ce temps-là, au Parlement français. Tous les élus d'outre-mer étaient présents. Nous avons même invité certains étudiants avec nous. La discussion a duré plus de 4 heures. Mais le débat était libre. Et nous avons su ce que voulaient nos frères. L'élargissement de la loi cadre. Qu'est-ce à dire? Au lieu d'un vice-président du Conseil, on aura un président du Conseil dans une autonomie plus large. Au lieu de plusieurs affaires communes, on l'a ramené à 3. La monnaie, la défense, les affaires étrangères. Et nous avons désigné, après débat, 3 de nos militants, 2 RDA et 1 non-RDA, pour tirer la leçon du débat et préparer un mémorandum. J'ai désigné Sékou Touré, ceux qui l'ont dévancé au Parlement, puisque Sékou n'y était venu qu'en 1956, n'étaient pas contents. Mais j'avais toujours fait un faible pour ce garçon. Même dans la dure période de nos différends, j'ai considéré cela comme une sorte de délit mineur. Ce coup m'avait été recommandé par sa grande-tante, fille de Samori, et j'avais donné ma parole. C'était un dépit amoureux entre Sékou et moi.
ce qui était intervenu à la suite de son choix en 58. Mais les dépits amoureux peuvent conduire parfois au suicide. Or, je ne voulais pas mourir. Donc, voici le texte du mémorandum rédigé par 3 de nos collègues. Lisette, ici présent. Sékou Touré, aujourd'hui disparu. Et au nom des indépendants d'outre-mer, Léopold Sédar Senghor. Le texte élaboré par les 3 m'a été communiqué par nos 2 représentants, Sékou Touré et Lisette. Et avec mon accord, le texte a été rendu définitif. Si je rappelle cela, c'est parce que vous avez posé des questions ici. Qui a écrit le manifeste? Le problème n'est pas là. On était d'accord pour écrire le manifeste. La main qui l'a écrit, c'est pas ça qui importe. C'est l'idée que nous avons mis dans le manifeste. Donc 3 de ce mémorandum, les mêmes, ont été remis, l'un par Sékou Touré au général de Gaulle, le second à Debré, rapporteur de notre commission, par Léopold Sédar Senghor, le 3e par Lisette, à moi, chargé de défendre au sein de la commission le mémorandum. Vous savez, je n'ai pas l'audace de certains. Et je les excuse. Ils ont l'audace parce qu'ils ne savent pas. J'ai la prudence de celui qui sait un peu. Et c'est une règle. Quand on a été au secret d'État avec des hommes, on ne peut écrire son mémoire. Si vous voulez faire appel à certains de vos collègues, vous devez recevoir préalablement leur accord. Cazer est ici. Le président Guy Mollet devait écrire son mémoire et voulait me soumettre un passage pour recueillir mon avis. C'est de règle. Malheureusement, 3 semaines avant son arrivée à Abidjan, il a été terrassé par la mort. Donc, il y a des choses que je ne peux pas publier sans l'accord de ceux qui ont coopéré avec moi. Néanmoins, je peux vous livrer ceci. Ce n'a pas été facile de faire accepter le mémorandum que nous avons présenté au comité constitutionnel. Partout, c'était le souffle de la liberté, c'était le souffle de l'indépendance. Ce que nous avons demandé, c'était un minimum. Et ce minimum devrait être accepté. Après discussion, le général de Gaulle avait suspendu la séance. Celui contre lequel je m'étais élevé s'est approché de moi, je faisais le va-et-vient tout seul. J'étais seul, noir parmi eux. Il s'est approché de moi et dit, vous m'avez convaincu, vous avez été émouvant. Je dis, j'aurais préféré vous avoir convaincu. À la reprise, et je l'ai trouvé ce jour-là beaucoup plus grand encore, le général de Gaulle. Il a dit, nous prenons comme base de discussion le mémorandum des Africains défendu par le président Houphouët.
Et grâce à lui, nous avons eu satisfaction de A à Z. Je me suis empressé de communiquer la nouvelle à mes amis. Et Sékou s'est empressé lui aussi de rejoindre Conakry. Lui qui avait été longtemps écarté du Parlement français, se voyait du jour au lendemain président du Conseil, maire de Conakry. Or, nous avons envoyé le texte au comité consultatif pour avis. Retenez cela, les chercheurs et les historiens, que personne ne vient vous parler des indépendances. Le texte nous a été renvoyé après une série d'amendements. Le général de Gaulle a rejeté tous les amendements concernant la partie de la République française. Par contre, il a retenu un des amendements présentés par le comité consultatif. La révision quinquennale des accords de communauté. J'ai demandé le rejet de cet amendement. J'ai déclaré que c'était constitutionnaliser la méfiance entre la France et nous. Ils vont attendre 5 ans ce que nous deviendrons, que sera notre comportement avant d'aller plus loin, alors qu'ailleurs, partout, le vent soufflait pour l'indépendance. Vive le PDCI RDA. Pour que vive, forte, prospère, fraternelle, notre Côte d'Ivoire bien-aimée. Je vous remercie.